Bon, les amis, reprenez des snacks, mettez vos notifications en silencieux, et plongeons directement dans l'épisode 2, où Zan continue de se préparer pour l'apocalypse pendant que tout le monde se comporte comme s'il vivait dans une petite comédie légère et non dans une catastrophe mondiale. En passant devant l'une des salles du boulot, Zan entend ceci. Jou, le rouquin persuadé d'être le superviseur moral de la planète, est en train d'inviter Kin à un concert. Elle refuse poliment, remet une mèche derrière l'oreille et explique qu'elle a déjà un rendez-vous. Jou passe immédiatement en mode petit chien de garde. Il pointe Zan du doigt comme s'il venait d'être accusé de crime de guerre. Comment oses-tu lui faire porter tes affaires? Elle est arrivée avec un mal de dos aujourd'hui. Ah oui, le grand classique du discours défendre l'honneur de la demoiselle, servi par quelqu'un qui a découvert l'existence de ce fameux mal de dos, il y a 2 secondes. Zan regarde simplement Kin comme pour dire, donc tu es déjà allé répandre les ragots. Génial, super, fallait ça. Kin tente d'apaiser les choses en assurant que ce n'était qu'une petite gêne. Mais Jou, incapable de s'occuper de sa propre vie plus de 4 secondes, exige que Zan paie 500 yuan pour que Kin voie un médecin. Zan répond qu'il n'a jamais demandé d'aide, c'est Kin qui s'est proposé. Et Jou, gonflé comme un coq de combat, demande qui Zan croit être pour donner des ordres, comme ça. Zan se retourne avant de dire quelque chose qui l'enverrait directement dans un rendez-vous avec les ressources humaines. Pendant ce temps, Kin le regarde s'éloigner, troublé. Il est différent, plus calme, plus froid. Comme s'il avait déjà vécu toute une vie sans qu'elle le voie. Petit spoiler, oui, littéralement. Ce soir-là, Zan sort de la douche à l'hôtel et consulte son téléphone. Kin lui a envoyé un pavé entier sur son comportement étrange. Qu'il achète trop de choses. Qu'ils ont presque arrêté de parler. Qu'elle se sent seule. Qu'il la ghost. Zan sourit en lisant, pas avec tendresse, mais avec le sourire de quelqu'un qui regarde un film dont il connaît déjà la fin. De son côté, Kin est allongé sur son lit et se plaint à sa coloc. Zan agit bizarrement. Il fait des banquets, achète des quantités absurdes, se prépare comme s'il savait que quelque chose d'horrible allait arriver. Sa coloc rit, si le monde allait vraiment s'écrouler, les applis d'infos hurleraient déjà. Relax. Si nous, on commence à stocker, les gens vont se moquer. Chérie, d'ici 3 chapitres, tu vas regretter de ne pas avoir construit un bunker. Une semaine passe. Zan tient une arme comme si c'était une tasse de chocolat chaud, enfin quelque chose qui l'apaise avant l'apocalypse. Un livreur arrive avec les médicaments d'urgence que Zan a commandés. Zan signe, pense, il me faut encore plus que ça, et lui propose même de le déposer à sa prochaine adresse. Transition, un homme en costume promène Zan dans son appartement entièrement rénové. Il énumère fièrement, mur renforcé avec 20 cm de blindage. Check. Filtration qui bloque les gaz toxiques. Check. Isolation thermique façon installations arctiques. Check. Chauffage à 99% d'efficacité. Check. Fenêtre par balle plus résistante que des plaques d'alliage. Check. 300 caméras de surveillance couvrant chaque angle. Check. En résumé, Zan a transformé son appartement en bunker militaire secret. L'administrateur est ravi. Zan est ravi. Même les caméras doivent être ravies. Quand l'administrateur s'en va, Zan l'observe au loin en pensant, dommage que je ne puisse pas tester le système, sur toi. Du pur Zan, poli dehors, démon rancunier dedans. Dehors arrive le dernier camion, de l'eau, la reine de la survie. Les voisins murmurent, il vient pas de refaire l'appart? Et maintenant il achète de l'eau, il ouvre un supermarché ou quoi? Un homme âgé, l'oncle Hue, l'un des rares gentils de sa vie précédente, lui demande pourquoi il en achète autant. Zan se penche et murmure comme s'il révélait un secret d'État, cet hiver sera plus dur que d'habitude. Profitez que tout soit encore bon marché. L'oncle Hue hésite. On l'a trop trahi dans le passé, il ne sait pas si Zan l'aide ou le manipule. Un voisin bavard attrape Hue par le bras et dit que Zan ment, quand quelqu'un te dit d'accumuler de la nourriture, c'est qu'il veut te la vendre ensuite. Zan s'éloigne en pensant, je l'ai prévenu. S'il ne m'écoute pas, tant pis. Traduction, bonne chance, hein, tu vas en avoir besoin.
Au travail, Zhang prépare sa prochaine mission, vider l'entrepôt sans que personne ne s'en rende compte. Il glisse un somnifère dans une tasse de thé, apporte le plateau dans la salle de pause et leur souhaite « bon repos ». 30 minutes plus tard, tous les gars ronflent comme des aspirateurs en train de mourir. Zhang hoche la tête, satisfait. Parfait. Étape 2. Il entre dans l'entrepôt, lève la main, et téléporte les caisses dans sa dimension de stockage comme un magicien qui nettoie la scène. Caisse après caisse. Rangée après rangée. Il vide les étagères comme si c'était un simple supprimer fichier. Puis il tombe sur une montagne de vêtements thermiques haute technologie pour froid extrême. Le gros lot. Quand il finit, l'entrepôt est plus vide que le sens des limites de joue. Zhang essuie sa sueur. Même pour lui, c'était du travail. Il se glisse sous quelques caisses pour faire semblant de dormir, alibi parfait. Quelqu'un le secoue. Zhang. Quelque chose d'horrible est arrivé. Il se redresse en surjeu digne d'un Oscar et feint l'horreur devant l'entrepôt vide. Le directeur l'appelle, furieux, exigeant des explications. Zhang joue les choqués et propose d'appeler la police. Le directeur approuve et promet d'enquêter. Zhang tapote l'épaule de ses collègues comme un saint. Ne vous inquiétez pas d'avoir dormi. Je sais que vous êtes innocents. Et voici où Zhang évite l'erreur de sa vie passée. Ignorer les signes. Parce que parfois, l'univers t'envoie des avertissements, des signaux, des petits rappels, comme celui que tu reçois maintenant pour t'abonner et liker avant que l'algorithme nous enterre dans l'oubli. Crois-moi, contrairement au personnage de ce manhwa, prendre une minuscule précaution ne te tuera pas. Retour à l'histoire, Zhang, face à l'apocalypse. Il dit tout ça en étant littéralement l'auteur du « vol ». Comportement de héros de manhwa, validé. Au commissariat, la police le remercie d'être venu. Il lui demande s'il se souvient de quelque chose de suspect. Il dit non et promet de ne pas quitter la ville. À la télé, un titre, VOL massif, entrepôt vide le 10 décembre. Zhang regarde la date. Il reste 2 jours. Il sort. Un flocon tombe sur son écran. Il lève les yeux juste au moment où la première neige commence. Dans 2 jours, le monde va geler. Et cette fois, Zhang est prêt. À 2 heures du matin, une étoile lointaine explose. L'onde cosmique atteint la Terre. Les températures chutent. Le monde se fissure. Zhang s'assoit sur son canapé avec un verre d'eau et murmure, c'est l'heure. Dehors, la neige tombe sans arrêt. Dans le chat de l'immeuble, les voisins se plaignent du froid. Font des blagues sur le chauffage. Se demandent pourquoi la météo n'a rien annoncé. Zhang ne répond pas, ce n'est que le début. Il voit des filles prendre des selfies dans la neige. Donnez-leur 3 jours, leurs sourires vont geler. Le lendemain matin, Qin essaie d'ouvrir sa porte. Rien. Un mur de neige bloque l'entrée, comme si un glacier avait collé son salon. Panique totale. Pas de vêtements thermiques. Pas de nourriture. Aucune préparation. Pendant ce temps, Zhang dort bien au chaud jusqu'à ce que Qin l'appelle. Furieuse. Elle exige de savoir pourquoi il ne l'a pas prévenu. Il dit que, quelqu'un en avait parlé, mais il ne pensait pas que ce serait si grave. Elle hurle que c'est sa faute parce qu'il ne lui a rien dit. Zhang lève les yeux au ciel en silence. Quand elle continue d'hurler, il raccroche. Elle reste là, rongeant ses ongles, cherchant comment manipuler Zhang pour obtenir de l'aide. Encore raté. Zhang prend un petit déj de roi à viande, vin, alcool premium pendant que les infos expliquent qu'une violente vague d'air polaire a frappé la Terre cette nuit. Exactement comme la dernière fois. Qin réécrit, suppliant de la nourriture. Zhang sourit, prend une photo de son petit-déj et lui envoie, en mode troll professionnel. Elle est horrifiée. Il dit qu'il n'en reste presque plus, donc impossible de partager. Elle manque d'exploser son téléphone contre le mur. Zhang repose le sien, totalement satisfait. Petit-déj de vengeance, réussi. Une notification apparaît sur sa tablette, une de ses 300 caméras a détecté un mouvement.
Tante Lin est dehors en train de gronder les voisins pour avoir acheté trop de nourriture. Elle affirme que la tempête passera en 2 ou 3 jours. Les gens protestent et ils veulent se ravitailler maintenant. Tante Lin menace de dénoncer quiconque fait des réserves. Alors Zhang arrive. Avec un sourire plus tranchant qu'un couteau, il demande, si ça dure plus longtemps que vous le dites, tante, qui sera responsable des gens qui mourront de faim? Les voisins se tournent vers elle. Ah. Là elle transpire. Elle dit que Zhang est insolent. Il l'ignore, entre dans l'ascenseur et lâche, avec ce froid, je ne sortirai pas, même si vous me suppliez. Les portes se ferment devant le visage furieux de la tante Lin. Elle serre les poings et promet de s'occuper de lui plus tard. Bon courage, vraiment. Elle veut affronter un homme qui vit littéralement dans un bunker secret. Quelques jours plus tard, Zhang fait ce que ferait n'importe quel survivaliste responsable en plein apocalypse, absolument rien. Allongé sur le canapé, jouant à la console, mangeant des chips et réfléchissant à quel point les relations humaines sont compliquées. Logique de protagoniste, voler un entrepôt, se détendre avec un snack. Son téléphone vibre. Il regarde l'écran. Tante Lin. Et le chat de tout l'immeuble. Ordonnant qu'il descende pelleter la neige. Zhang manque de s'étouffer avec une chips. Descendre, madame, le premier étage est déjà enterré, et dans un mois la neige atteindra le 3e. À moins d'avoir envie de creuser un tunnel, il ne bougera pas. Il répond poliment, pour l'instant, je déblayerai quand il arrêtera de neiger. Tante Lin, grelottant près d'un radiateur avec son petit-fils, plisse les yeux. Si ce n'était pas pour ce petit verre, personne n'oserait la contredire, mais les gens du chat commencent à soutenir Zhang. Et l'Empire Lin commence à trembler. Elle martèle son clavier avec une colère divine. Comment un jeune homme en bonne santé peut-il être si insensible et ne pas aider ses voisins? Zhang boit sa boisson et répond calmement, vous donnez des ordres parce que vous pensez que faire partie du comité vous donne une autorité céleste. Les autres attendent juste que quelqu'un vous insulte pour faire semblant d'être innocent comme des autruches. Il s'adosse, souriant. Ah oui. Le divertissement commence tôt aujourd'hui. Il continue à écrire, si c'est vraiment pour le bien commun, alors tante Lin devrait assumer des responsabilités réelles. Pourquoi n'a-t-elle appelé que les locataires de classe moyenne? Et les riches alors? Zhang nomme 2 résidents très spéciaux. Zhang du 6e plus d'une centaine de subordonnés. Joue du 2e gosse de riche de 4e génération, plein de contacts. Dans sa vie passée, ces 2-là ont participé à le tuer. L'un a défoncé sa porte à la hache, l'autre a été le premier à le poignarder. Zhang mange une autre chips, savourant l'ironie. Tante Lin commence à suer. Les voisins se rallient, pourquoi eux devraient pelleter pendant que les riches restent au chaud? L'un tente de sauver la face, il ne cite leur nom que pour éviter de descendre lui-même. Zhang hausse un sourcil. Elle s'attend vraiment à ce que les gens risquent de geler? Pour sauver son ego? Alors l'un envoie un message absurde. Nous devons tous contribuer au bien de notre communauté. Zhang manque de renverser sa boisson. C'est un apocalypse de neige. Vous êtes malade? Allez à l'hôpital vous faire examiner le cerveau. Même l'un recule en voyant ça. À ce moment-là, je vous envoie un audio depuis son lit douillet, pelleter n'est pas mon travail. Même pas besoin d'aller bosser. Pourquoi je ferais quoi que ce soit? Je paie déjà ce bâtiment. L'un croit qu'elle est une reine. Puis il envoie une vidéo, si vous voulez pelleter, allez-y. Moi je bosse demain. La pression sanguine de l'un explose. Elle accuse Zhang d'avoir ruiné sa relation avec les riches. Pendant ce temps, Zhang prépare un bon petit plat dans sa cuisine. Elle hurle, tu essaies de me détruire. Zhang s'assoit sur le canapé et murmure, n'est-ce pas le but de ton existence? Qu'on te crie dessus? Puis il la prévient, si vous tenez à votre vie, arrêtez d'aboyer, vous ne m'intimidez pas. L'un en reste bouche bée. Tu es fou. Je ne tolérerai pas ça. Et soudain. Bang bang bang. On frappe à la porte de Zhang.
C'est Jou. Hurlant, sors. Il faut qu'on parle de ce que tu as dit dans le chat. Zan prend calmement son arbalète, ouvre la petite fenêtre du Judas pendant que Jou continue de frapper comme un forcené. Zan soupire, lève l'arbalète et vise. Pas pour le tuer, trop facile. Trop rapide. Trop ennuyeux. Il vise la jambe. FW. La flèche part comme un démon. Et s'enfonce profondément dans la cuisse de Jou. Le type s'effondre, hurlant et se tordant comme un ver sur de la glace. Zan regarde par le Judas et commente, avec ce froid et cette blessure, tu vas pas passer un bon moment. Traduction, profite bien de ton infection, mon grand. Sans soin, sa jambe est foutue. Jou rampe jusqu'à l'ascenseur, trempé de sueur, murmurant « Ce gamin a essayé de me tuer ». Il file chez lui, fouille les tiroirs comme un fou. Des ciseaux. Une pince à linge. Beaucoup de cris. Le sang jaillit. Il arrache enfin la flèche. Et manque de s'évanouir. Les dents serrées, il jure « Je vais tuer Zagne, je le jure ». Il entre dans le chat, Zagne, ne meurs pas trop vite. Zagne répond immédiatement, reviens encore, et tu ne perdras pas que la jambe. L'Inlissa, horrifié. Kin oscille bouche bée. Pendant ce temps, Jou appelle ses voyous, rassemblez-vous. Ce soir, on tue un chien. La neige tombe en masse dehors, mais eux avancent comme des méchants de série B. L'un porte une arme. L'autre un couteau aiguisé. Il répète l'adresse, 2401. On casse la porte. Dès qu'il sort, on le défonce. Ils arrivent et frappent. Clang. La machette se brise en deux. Silence glacé. Cette porte, c'est du métal massif. Sueur froide. Dans son écran, caméra d'IS-118, Zan les observe. Il soupire. Pas de force? Vous n'avez pas déjeuné? Les voyous hurlent, sors de là, tortue lâche. Zan marche jusqu'à l'évier. Ouvre le robinet. Avec la tranquillité de quelqu'un qui arrose des plantes, il projette un jet d'eau glacée sur eux. Il crie. Il tombe. L'âme tremble. L'eau frappe. Le froid mord. La douleur humilie. Zan pense, j'allais vous donner une leçon avec l'arbalète, mais ça, c'est mieux. Plus tard, les hommes retournent chez Jou, tremblants et traumatisés. Le chef hurle, vous l'avez eu? La porte était trop épaisse. Il nous a jeté de l'eau. On a failli mourir gelé. Jou tape sur la table. Pas grave. Il ne pourra pas se cacher pour toujours. Dès qu'il sortira, on le découpe. Pendant ce temps, dehors, plusieurs voisins tentent d'ouvrir un passage vers le supermarché. Échec. La neige tombe plus vite qu'il ne la déblaye. Épuisé, il rentre. Zan observe depuis son balcon, ils comprennent toujours pas. On ne peut pas rivaliser avec une catastrophe naturelle comme ça. À la télé, une présentatrice annonce, à cause de la vague de froid soudaine, 10 millions de personnes sont mortes. Plus de 200 millions sont touchés. Restez calme. Zan bâille. Ça commence seulement. Son téléphone vibre, tente là encore. Elle répète son discours habituel. Notre pays surmontera tout. N'achetez pas trop. Aidez-vous entre voisins. Zan lève les yeux au ciel. Puis Kin lui écrit, tu vas bien? Zan sourit. Oh, elle ne s'inquiète pas pour lui. Elle veut de la nourriture. Elle lui demande s'il peut partager des provisions. Zan arque un sourcil. Ils n'ont pas tout mangé ce qu'ils ont acheté, il y a 2 jours? Il allume le flash et prend une photo de son crabe premium. Kin reste muette. Son ami insulte Zan en lui souhaitant de mourir seul. Kin écrit, tu me fais me sentir mal. C'est sérieux, tu n'en as rien à faire? Zan répond, le thé au lotus est excellent. Elle explose, qu'est-ce que Cédia veut dire? Son ami proteste, pourquoi tu lui envoies des photos alors qu'elle meurt de faim? Kin décide, s'il ne m'aide pas, je trouverai quelqu'un qui le fera.
Quelques minutes plus tard, un autre type frappe à sa porte avec un sac de course. Kin ouvre à peine. Il bombe le torse, jeté à porter ce qu'il y avait de mieux. Dans la section des promos. Kin le fixe. A-t-il vraiment apporté de la nourriture périmée? Elle referme doucement la porte et murmure, est-ce qu'il m'aime vraiment? Je dois en avoir le cœur net.